Bonjour tout le monde, ça va bien? Good. Je me présente, Danny Frenette. Je suis surintendant adjoint à Mines Raglan pour une compagnie Glencore. Je suis au site Raglan depuis 17 ans. Pour l'entreprise, en fait, j'ai fait 23 ans. Je me suis promené en Ontario, au Nouveau-Brunswick, un peu à travers le pays. Je vais laisser mon collègue se présenter. Oui, bonjour. Je m'appelle Olivier Perron. Ça fait pas si longtemps que ça. Je travaille pour Glencore. J'ai commencé comme étudiant pendant 3 ans sur les camions souteurs. Puis ça fait 2 ans, en fait, depuis le commencement de la salle de contrôle, la salle de coordination, en fait, à Mines Raglan que je suis là. Oui. On est vraiment content d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter notre salle de coordination. On a mis le projet en branle, en fait, en 2018. Comme toutes les entreprises, on a eu le frein de la pandémie. Ça a été difficile d'avancer durant la pandémie. On avait mis un peu le projet sur hold, mais on continue à penser pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec une salle de coordination. On disait tantôt, un livre pour vous dire comment une salle devrait fonctionner, ça n'existe pas. Fait qu'on est après l'inventer. Qu'est-ce qu'on voulait faire avec notre salle de coordination? Fait que c'est ça qu'on va vous présenter un peu aujourd'hui. Un peu l'agenda. On va vous donner un aperçu, c'est quoi Mines Raglan, on est où, en fait? Déploiement de la technologie, on va parler un peu des défis qu'on a eus. On va vous parler de la salle de coordination. Beaucoup des outils, les tableaux de bord qu'on a utilisés, ça a été quand même un grand défi parce que, comme on disait tantôt, on a plein de données, mais qu'est-ce qu'on veut faire avec ces milliers et ces millions de données-là? Ça a été un challenge, un bon défi. On va parler aussi des défis du maintien des technologies puis l'évolution des profils professionnels aussi. On parlait tantôt de l'automatisation des mines, ça s'en vient. Prochaine étape aussi, pour réduire nos risques de collision, on met beaucoup d'efforts sous terre pour éviter les collisions entre les équipements, entre les piétons. Puis aussi, on s'est doté d'un plan de 3 ans mines connectées. Je vais vous présenter un peu rapidement le plan 2023-2025. En fait, on travaille avec un plan de 3 ans depuis 2018. Mines Raglan, un petit aperçu de nos défis logistiques. En fait, Mines Raglan, on est vraiment à l'extrême nord du Québec, 1800 km en fait de Montréal. On a 3 ports d'attache en fait. On a un avion qui vient chercher les gens à Québec, Montréal et Rouen. Puis maintenant, on va ramasser les gens aussi en Gaspésie, dans le nord-est de la Gaspésie. On a une centrale électrique au site. On a 2 éoliennes qu'on a installées quelques années passées. Quand même une capacité d'hébergement de 850 personnes en tout temps au site. Fait que c'est quand même un gros complexe hôtelier. On pourrait dire c'est comme un petit village dans le nord minier. On a un navire aussi, un brise-glace. Il fait 8 voyages par année. En plus, on a des voyages aussi, des transporteurs qui viennent transporter des poches de calcium, du béton et tout ça. Je vous dirais, on a au moins de 12 à 15 voyages de brise-glace par année. On a 2 avions, on est chanceux, on a 2 beaux Boeing qui fait les voyages, la navette. On a de 5 à 6 voyages par semaine. Un des gros défis est le pergélisol. Il fait très froid l'hiver à Raglan, même sous terre. Le pergélisol descend jusqu'à une profondeur de 600 mètres sous terre. Donc, ça apporte un degré de complexité à l'opération. Communication par satellite, on est vraiment limité. On a une bande passante de 25 mégabytes seconde. Fait que c'est très difficile d'arriver avec des nouvelles technologies. On disait toujours avant, c'est impossible d'arriver avec des nouvelles technologies à Raglan. On n'a pas d'Internet. Fait qu'on réussit à travers ça avec la bande passante qu'on a. Mines Raglan, en fait, on a 4 mines souterraines. On a une mine, la plus loin, c'est Qiqalik. En fait, Qiqalik est à 17 km de notre complexe hôtelier. Il reste peut-être 3-4 ans à la mine. Elle est en voie de fermeture des prochaines années. Donc, on n'a pas investi pour installer le LTE dans cette mine-là. Par contre, Akimayuk, c'est une de nos plus grosses mines présentement. Elle a le 100% LTE partout sous terre, les nouvelles technologies. On a la mine 8 aussi, qui est 100% LTE. On utilise le même portail pour la mine 8 et Akimayuk. Mine 8, en fait, c'est un prolongement des lentilles vers mine 14. Mine 14, c'est notre dernier bébé. On vient de le mettre en production. Elle aussi, vraiment les dernières technologies, 100% LTE partout. On a une couverture LTE aussi en surface et entre les mines, le complexe en surface. Mines connectées, on parle du déploiement de la technologie, le plan qu'on s'était donné. On a un réseau cellulaire LTE, communication des données. On parlait tantôt avec Nico, avec le réseau cellulaire. Ils ont été les précurseurs un peu là-dedans. On a suivi en arrière.
Télémétrie, détection de proximité, ça a été un gros challenge. Comme je disais tantôt, on a 3 mines qui sont connectées. On a beaucoup d'équipements miniers sous terre. On a plus de 220 pièces d'équipement sous terre qui sont connectées avec la télémétrie. On a la connexion aussi des équipements fixes. On parle du réseau d'eau, réseau de ventilation. Notre salle de coordination, fait qu'avec toutes ces données-là que les équipements vont nous monter à la surface en temps réel à la salle de coordination, on est capable d'avoir les données en temps réel pour prendre des décisions. LTE nous a permis aussi de commencer à faire de la téléopération, quelque chose que je pensais qui serait impossible à Raglan, mais on en fait régulièrement présentement. Même qu'on va commencer à en faire durant le quart de travail. Présentement, on utilise la téléop entre les quarts de travail pour apprendre, former nos gens. C'est quand même un bon défi technologique pour nous, mais ça va quand même assez bien. On parle de LTE, nous a aidé à apporter le forage automatisé. On a des foreuses long trou qui forent automatisé, des jumbo qui forent automatisé. Tout ça grâce au LTE. On parle d'entretien de ces équipements-là. Ça a été un réel défi de former des équipes multidisciplinaires. On parle plus seulement de mécaniciens sous terre, mais on parle d'électromécaniciens pour faire la réparation de nos machines. Fait que ça, c'est un gros changement pour nous. Communication vers le sud, on est vraiment content. On devrait avoir la fibre optique soit fin 2024, peut-être 2025. Fait que ça, une fois qu'on a la fibre optique, bien là, on s'ouvre au monde. Le monde est ouvert à nous, là. Bon. En fait, on va commencer. En fait, qu'est-ce que la salle de coordination? La salle de coordination, en fait, c'est la petite image qu'on voit en bas, un petit aperçu. C'est exactement 13 écrans, 6 télévisions, avec chacun un monitoring qu'on fait spécifique, comme par exemple la première écran, le All Age Tracker, la deuxième Mobilaris, la quatrième les caméras, la dernière avec le DCS au niveau de la ventilation qu'on est capable de contrôler avec plein d'autres systèmes associés au niveau des systèmes d'eau, des plans de ciment, puis plusieurs sous-écrans afin de contrôler tout ça. En fait, qu'est-ce qu'un superviseur à la salle de coordination fait? C'est assez simple. C'est coordonner, ça le dit. C'est coordonner, c'est prendre toutes les données qui ont été faites durant un corps de travail, puis la reprendre et la traiter pour optimiser un corps suivant ou même optimiser son propre corps. En fait, quelques tâches, par exemple, qu'un superviseur à la salle de cordeau va faire, c'est optimiser les camions principalement. Donc, toutes les scoops qui sont sous terre. Pour l'instant, on focus principalement sur la production et non le développement. Plus tard, mais pour le moment, la production, donc au niveau des scoops, donc minimiser les temps d'attente des camions, ça a l'air super simple à première vue. Les camions vont faire un cycle, puis ça va être tout. Mais bien souvent, on se rend compte que avec un manque de coordination, même si nos employés font tout pour réussir à monter le plus de minerais, on se rend compte que des fois, il y a des goulots d'étranglement qui se créent sur certains chantiers. Donc, le superviseur à la salle de cordeau va prendre tous les outils qui ont été développés pour réussir à minimiser ces pertes de temps-là, puis augmenter la productivité des employés et la production du même coup. En fait, le premier outil qu'on a à Raglan, Mobilaris, a été dans les premiers outils qu'on a utilisés. C'est un mapping 3D de nos mines qui sont connectées présentement en LTE, donc mine 8, Akimayuk et mine 14. C'est un système qu'on utilise afin de voir vraiment une vue d'ensemble, vu que c'est un 3D, là, vraiment voir une vue d'ensemble de toutes nos opérations via nos scopes, parce qu'on peut sélectionner exactement un véhicule précisément ou une quantité X de véhicules qu'on veut. Par exemple, on veut monitorer uniquement les scoops et les camions, on est capable de juste visualiser ça. On a développé aussi par l'entremise l'autre onglet en haut à droite, un Power BI en fait qui résume le Mobilaris dans un sens. Donc afin d'avoir une réponse plus vite de où est-ce que nos véhicules se situent en temps réel sous terre. Parce que ça semble anodin, mais on perdait beaucoup de temps avant avec des recherches de véhicules sous terre. Bien souvent, c'est des véhicules critiques, comme par exemple des scoops.
Quand tu viens pour chercher un scoop le matin, puis ton corps de travail commence, puis finalement, tous tes camions attendent à une place de travail, il y a beaucoup de temps qui se perdait avec ça. Puis aujourd'hui, des pertes de temps en lien avec des recherches de véhicules sont presque inexistantes. Puis la dernière, en bas, où on voit un mapping satellite, c'est lorsque nos véhicules sont entre nos mines. Évidemment, on essaye de quand même garder un certain contrôle sur ces véhicules-là quand même. Donc, lorsqu'ils circulent à la surface d'une mine à l'autre ou vers pour leur maintenance ou un bris, on est capable quand même encore de les délocaliser. Ce qui nous a amené par la suite à Raglan d'inventer cet outil-là. C'est un outil qui a été inventé directement à Raglan par un ingénieur, nos ingénieurs miniers en fait. Le but, c'est All Age Tracker qu'on l'a appelé. Le but, ça permet de gérer les temps de nos camions, de nos flottes, de nos scoops. Ça permet de minimiser les pertes de temps aussi, de disperser nos camions pour essayer de faire en sorte que le cycle soit le plus fluide possible. Ça permet d'avoir des caractéristiques au niveau mécanique, faire une prévenance, si on peut dire. Donc, de faire en sorte que nos camions ne soient pas surchargés, parce que bien souvent, la surcharge de camions fait en sorte qu'on brise nos véhicules, puis sachant qu'on a beaucoup de pièces qui peuvent être en manque à cause de la pandémie, ça vient nous aider un peu aussi par rapport à tout ça. Puis au niveau de nos transmissions avec les gears que les camions utilisent, la gear 1, 2, 3 ou 4 en montant. En fait, cet outil-là, qu'est-ce qui est pratique dans tout ça? C'est vraiment d'avoir un point de vue que Mobilaris ou les autres tracking qu'on avait ne nous offraient pas, c'est d'avoir un aspect 2D de nos opérations que le 3D ne nous permettait pas de faire efficacement. Avec du 2D, on était capable, en fait, de voir sur une même ligne un véhicule, un scoop et ses camions. Comme par exemple, en bas, nous avons la première onglet qui est un peu plus jaune, un scoop, le 1102, avec 3 camions qui est actif, dont plus un autre qui est inactif. Ce qui nous permet de voir aussi dans tout ça, on était capable de voir si la flotte est fluide. Donc, on est capable, à première vue, de voir exactement le camion, est-ce qu'il est en montant, en descendant ou sur un niveau. On est capable de voir aussi, selon la localisation, c'est sûr que l'image est un peu petite, on est capable de voir exactement en temps réel où est-ce que le véhicule se trouve sous terre. On est capable aussi, par la suite, de prendre des décisions en conséquence. Si on se rend compte qu'il y a 3 camions qui arrivent toujours à la même place au même moment, puis que ça fait un goulot d'étranglement, avec les informations qu'on a, on est capable de voir, il y a un véhicule qui est à 28 de fuel. En tant que superviseur à la salle de cours d'eau, on va appeler le travailleur, on va dire, mets-toi stand-by, va te faire remplir. Comme ça, tu vas distancer comparativement à l'autre camion pour essayer de minimiser puis optimiser, en fait, nos pertes de temps. Donc, on va essayer de minimiser la perte de temps en utilisant ça. Sinon, on a d'autres outils aussi, mettons, avec l'URE, ou simplement prendre un autre endroit de travail. Lorsqu'on a plusieurs endroits de travail, c'est plus facile de simplement dispatcher le camion. Finalement, va dans tel niveau dans un chantier X au lieu de celui-là. Tu vas être plus efficace ainsi. Aussi, on est capable, avec les données, les sensors, en fait, qui sont sur nos véhicules sous terre, donc les camions, les scoops, les Toyota, peu importe le véhicule, tous les véhicules ont des sensors sous terre. Pour donner un ordre de grandeur, on peut avoir entre 50 à 100 sensors qui nous donnent des données, pas nécessairement 100 sensors, mais plusieurs données qui nous sont soumises par ces sensors-là, qui nous permettent de voir exactement dans le temps la vitesse du véhicule, le RPM, le pourcentage d'accélération qui a été faite, puis le poids et ainsi de suite. Tout ce que vous pouvez vous imaginer pratiquement, mettons un conducteur qui roule sa porte, on va le savoir, puis c'est gardé dans le temps, cette donnée-là. Ce qui nous amène à nous améliorer, en fait, avec ça, c'est lorsqu'on a des enquêtes. Avant, on avait des enquêtes classiques. On interrogeait le travailleur. Qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, il y a un scoop qui a viré sur le côté ou un camion qui a été pris à quelque part.
On interrogeait le travailleur, on lui demandait qu'est-ce qui s'est passé, puis on prenait action des propos qui avaient été faits. Là, aujourd'hui, on est capable d'aller contre-vérifier en plus ces propos-là en allant analyser toutes les données en lien avec le véhicule qui a été impliqué dans un incident. Donc, de vraiment mieux comprendre les incidents qui peuvent se produire à Mineral et de prendre des plans d'action beaucoup plus efficaces et beaucoup plus durables dans le temps pour ne pas affecter notre production. Le dernier outil qu'on utilise beaucoup dans la salle de coordination aussi, c'est Teamwork. Présentement, Teamwork, on l'utilise comme notre logiciel de centralisation. C'est vraiment un logiciel qu'on utilise. Toutes les informations passent par là. La nouveauté, la différence, en fait, avec ce logiciel-là, c'est avant, on avait toutes ces données-là. On avait toutes des données, chaque département avait leurs propres données. Là, on réunit toutes ces données-là dans un même seul et unique système afin de comprendre ce qu'on fait, de savoir en un clic les historiques de nos chantiers et être capable de prendre des actions beaucoup plus rapides sur certains questionnements. Par exemple, si par exemple on a un superviseur sur terre ou un travailleur qui arrive dans une zone de travail, puis nous demande à la salle de cordeau qu'est-ce qui s'est passé dans cet endroit-là, parce que finalement, il y a une clôture qui a été installée ou peu importe, l'information a remonté jusqu'à la salle, on est capable de répondre de manière beaucoup plus rapide sur la problématique et ainsi ne pas perdre de productivité. Aussi, ça nous permet de faire une planification beaucoup plus efficace de nos corps. On avait une méthode de planification auparavant qui était différente, avec beaucoup de papier qui n'en finissait plus. En ayant tout centralisé à la même place, de toutes nos mines sont toutes centralisées là, avec toutes les informations en lien avec nos scoops ou nos camions, on est vraiment capable de faire une meilleure planification de nos corps de travail. Donc, ce qui nous amène par la suite à toi, Denis. Oui. Parfait. En fait, notre salle de coordination, ce qu'on a bâti, c'est un centre névralgique. Tout passe par la salle de coordination. Toutes les informations montent par la salle de coordination. Puis les superviseurs de la salle de coordination sont capables de gérer toutes les priorités, vont diriger la flotte de camions sous terre et tout ça. Fait on a bâti notre salle de coordination pour centraliser toutes les informations qui vont nous être données de sous terre, soit par les travailleurs ou soit par tous les sensors qu'on a mis sur nos équipements. Un autre des outils qu'on utilise un peu, c'est la téléopération, des chargeuses navettes téléopération. On a une chaise à la surface, on voit l'opérateur qui est après opéré entre les quarts de travail. Pour s'assurer que tout va bien, il faut utiliser l'LTA. Bien, on utilise l'LTA, on doit s'assurer qu'on ait la puissance qu'on a besoin pour être capable d'envoyer la chargeuse dans des endroits, dans des chantiers ouverts. On doit s'assurer qu'on ait une bonne qualité de signal. L'outil Zabbix, c'est un outil qu'on utilise qui est connecté en tout temps. Au départ de la chaise, la chargeuse va nous dire si le signal est correct et puis l'opérateur est capable d'envoyer la chargeuse faire son travail. On parle des défis de maintien des technologies. Oui, en fait, les défis qu'on a eus principalement au début de la salle, c'était l'afflux absolument énorme de nos données, puis de voir dans le temps la pérennité de tout ça, de savoir comment faire en sorte qu'on soit tout le temps update, vu qu'il faut tout le temps l'être en fait avec l'informatique. Donc, on avait eu beaucoup de problématiques, mais aujourd'hui, malgré environ les 1000 cubes qu'on fait par mois, on fait 2 fois par mois avec l'ingénierie, le support de l'ingénierie, des mises à jour de nos cartes 3D, puis de nos beacons qu'on utilise avec les véhicules sous terre. Puis, l'ajout des véhicules, on s'entend, on n'en rajoute pas une tonne par année, mais l'ajout des véhicules aussi doit être ajouté au fur et à mesure. Puis, au niveau des instruments fixes, réseau de ventilation, réseau d'eau, c'est un défi qu'on avait aussi à toujours faire en sorte que ça soit suivi dans le temps, puis qu'on ne peut pas se dire « Ah, ben c'est pas grave, ça sera fait un autre moment ». Si on veut vraiment se lancer là-dedans, il faut tout le temps que ça soit mis à jour.
Un autre des gros défis qu'on a, je faisais montrer tantôt, on est vraiment loin dans le nord, on est à 1800 km. Tout ce qui monte par Raglan, ben, ça monte en avion ou en bateau. Il n'y a pas de chemin, dommage, il n'y a pas d'auto qui peut monter. Mais tiens, nos véhicules automatisés, on le parlait de l'ajustement de nos inventaires, c'est très difficile. Il y a eu une période que c'était très difficile de recevoir des pièces. La pandémie nous a fait mal. Mais non seulement ça, c'est quand on trouve la pièce aussi, il faut être capable de la monter. On a toutes sortes de priorités. Pas juste le sous-terre, on a une usine, on a un complexe hôtelier, il faut monter de la bouffe. Fait qu'il faut rentrer ça dans nos priorités. Des plans de maintenance aussi, on a dû ajuster nos plans de maintenance. J'en parlais tantôt. Les mécaniciens traditionnels, bien, ils faisaient les maintenances hydrauliques, électriques et tout ça. Bien, là, on est rendu, ça prend un électromécanicien pour garder ces systèmes-là en vie. Formation d'équipes spécialisées aussi. Beaucoup de formations. On fait affaire avec des contractuels qui nous ont vendu les systèmes pour nous aider, en fait, à faire la formation avec nos gens. Quand on amène plein de nouvelles technologies comme ça, bien, ça a ses défis. Toutes les procédures qu'on avait, bien, c'était sur le mécanisé. Là, on commence à parler de scoop autonome, de gestion de la ventilation. On a dû voir toutes nos procédures, nos maths de travail. On a eu une personne, presque un an de temps, juste à travailler, à faire des analyses de risques. On apporte une nouvelle technologie. Est-ce qu'on apporte des risques aux gens? Fait que ça a été un gros travail de tout gérer, l'aspect procédural, sécurité avec nos gens. Puis la gestion des données et tableau de bord, qui est quelque chose qui, en fait, nous avons une quantité phénoménale de données. On a des milliers, des millions, des milliards de données qui rentrent à tous les jours dans nos systèmes. C'est des données que si on ne fait rien avec, on n'avancera pas. Puis c'est ça le gros défi, en fait. C'est comme on disait, comme tantôt il se disait, les données, c'est qu'est-ce qui va nous faire avancer. Puis présentement, ils sont utilisés afin d'améliorer nos corps. On est capable d'avoir une rétroaction sur nos propres corps. Pour l'instant, c'est sûr, c'est des rétroactions. L'objectif prochainement va être de l'avoir en temps réel, tout le temps. Afin de voir la disponibilité de nos véhicules, voir l'évolution de nos heures à côté KM ou heures-tonnes selon les mines, voir nos heures mètres ou voir nos temps idle. Nos temps idle étant notre dernier Power BI qu'on a créé, en fait, avec toutes les données qu'on est capable d'avoir. On est capable de voir si, dans le temps, on est efficace avec nos débuts et nos fins de corps et de comprendre pourquoi on n'a pas été efficace avec tous les systèmes qu'on a en parallèle, pourquoi un début de corps a mal débuté, puis se faire une perspective par rapport à qu'est-ce qu'on aurait pu faire, puis prendre action pour les prochains corps. Les minières, je pense qu'on va faire face à ce défi-là aussi, c'est l'évolution des profils professionnels. C'est très difficile d'aller sur le marché et embaucher des gens spécialisés dans ce domaine-là. Fait que c'est un défi. Donc, ce que nous, on a pris comme approche, c'est qu'on va les former. Mais même les former, à toute technologie que j'ai travaillé ou apportée dans le secteur, il y a toujours un learning curve. Puis, on dit toujours, le learning curve, on ne le met jamais assez long. Il faut se donner une chance de réussir. Puis, de ce que je vois présentement, là, ça prend un an et demi à apporter une nouvelle technologie, à la fiabiliser, à former notre monde, puis à être confortable à l'utiliser. Ça a été un gros défi. Puis, l'autre moteur de changement, avant, on avait besoin des mineurs conventionnels, mais là, toute cette technologie-là nous emporte vers un autre paradigme, qui est, on n'a plus vraiment besoin d'un opérateur, en fait. On va avoir besoin des surveillants au niveau de nos systèmes. Donc, par exemple, au niveau de l'opération, on n'a plus besoin de mineurs qui s'en va sous terre, peu importe. On peut avoir du monde qui sont de type gamer, en fait, qu'on utilise beaucoup présentement. On est en train de justement former du monde à la surface qui n'ont jamais opéré de scoop de leur vie ou peut-être 2 ou 3 heures dans leur stop école ou peu importe, là. Puis, opérer les scoops à partir de la surface. Puis, c'est super efficace. Puis, en fait, on peut aller avec la téléopération, les jumbo remote ou les foreuses non-trous aussi en remote. Aussi, avec la salle de cours d'eau, c'est quoi le profil absolument qu'on demande dans notre salle à nous? C'est vraiment une capacité d'analyse graphique, une capacité d'analyser nos données et d'analyser ça d'une manière
Comment je pourrais dire? Une manière vraiment qu'on ne s'implique pas trop dans le cheminement, parce que bien souvent, si on fait de l'analyse de données, c'est aussi en lien avec les enquêtes. Toujours avoir un point de vue extérieur, puis pas trop s'impliquer dans le processus, juste aller chercher les faits et on en reste à là. Puis aussi, dans la salle de cours d'eau, bien souvent, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme profil de personnes? C'est des anciens superviseurs, des anciens techniciens. C'est principalement ça qu'on a comme personnel. On parle de gestionnaire. On est chanceux à Mineraglen. On a vraiment le support de la haute direction. À toutes les nouvelles technologies qu'on emporte, on devient plus sécuritaire. On est vraiment supporté à travers la salle. C'est des gros investissements, des investissements majeurs. Mais si on veut être solide, cycle après cycle, pour longtemps, je pense qu'on doit investir dans ces nouvelles technologies-là pour suivre la vague. Parce que comme on disait tantôt, si on ne suit pas la vague à un moment donné, on va avoir de la difficulté à rentrer puis à suivre l'évolution des mines. Je pense que c'est un long processus, mais on est chanceux, on est vraiment supporté dans notre direction à ce point-là. Prochaine étape, on travaille beaucoup sur la collision avoidance, la détection de proximité. Présentement, on a la détection de proximité L7 sur tous nos équipements sous terre. L7, tout ce que ça veut dire, c'est qu'un équipement va détecter un piéton ou un autre équipement dans un rayon d'à peu près 30 mètres. Dans les prochains mois, on va commencer des tests, en fait, le mois prochain sur le L8. Le L8 va être un peu plus précis. On va connecter une quarantaine d'équipements. En fait, on va avoir des POC de couleurs dans chaque coin des équipements. Un POC qui va avoir une lumière vert, jaune, rouge. Lorsque l'équipement va détecter un piéton, par exemple, avant-gauche, on va avoir une lumière qui va s'allumer en avant-gauche. Si elle s'allume jaune, bien, ça veut dire que tu as une personne en avant-gauche de ton équipement qui est à plus de 15 mètres. Si la lumière s'allume rouge, bien là, tu as une personne à 7 mètres, on demande à l'opérateur, tu arrêtes ton équipement, puis tu te stabilises pour vraiment voir l'opérateur. Nos équipements sous terre deviennent de plus en plus grands. On doit se virer vers ces technologies-là. Parce qu'on s'entend, la visibilité, on a un tunnel de 5,5 mètres de large, on rentre quand même des gros équipements là-dedans. Fait que ces technologies-là, vraiment, on met beaucoup d'argent, on met beaucoup d'efforts là-dedans. On travaille de concert avec nos concepteurs d'équipements, mais on est vraiment fiers. C'est quelque chose qu'on va implanter dans les prochains mois, prochaines années. Tout ça, depuis 2018, on fait toujours un plan 3 ans. On se projette à l'avance, 3 ans. On se dit, on se rencontre 2, 3, 4 fois par année, on challenge. On a 2 volets, en fait, à notre plan 3 ans. On a un volet santé et sécurité. Comme vous pouvez voir dans le volet 2023, on parle beaucoup de L7, de détection de proximité L8. On travaille beaucoup là-dessus. Détection des gaz. 2024, on veut vraiment continuer le déploiement du L8. Ça va être vraiment une priorité pour nous à Raglan. On veut équiper tous nos équipements. Ça paraît simple, mais c'est des gros changements pour nous. C'est beaucoup d'heures d'électromécaniciens qu'on doit passer sur nos 220 pièces d'équipement qu'on a sous terre. On s'en vient, le sautage de développement par LTE. On a fait des commandes il n'y a pas longtemps. 2025, c'est vraiment, on veut regarder le L9. Le L9, qu'est-ce que c'est? C'est le collision avoidance. C'est si tu arrives trop près d'un piéton, l'équipement va s'arrêter automatiquement. On n'est pas rendu là dans les technologies. On fait beaucoup de recherches avec nos concepteurs. On n'est pas là encore. Mais on travaille encore de concert pour y arriver. On parle toujours aussi d'efficacité opérationnelle. On vise beaucoup sur notre télémétrie, la disponibilité, l'utilisation de la téléopération. Je disais tantôt, on arrive avec une nouvelle technologie, puis on pense qu'on va mettre ça là, puis on va être capable d'opérer. Il faut se donner une période d'apprentissage. Puis la période d'apprentissage à Raglan, des fois, ça peut être long. On fait des rotations, 2 semaines off. Tu formes une personne, il est parti 2 semaines, il revient, le formateur n'est pas là. Donc, des fois, ça peut être assez long. Fait que, on va mettre beaucoup d'efforts là-dessus. Ça va quand même assez bien. 2024, on introduit une nouvelle chaise avec 3 nouvelles chargeuses navettes. Fait qu'on, notre vision, en fait, des chargeuses navettes, c'est de faire de la téléopération d'ici 5 ans, d'éliminer les stands remote, puis l'opérateur va être à surface pour opérer, pour charger ses camions. On veut enlever les gars de sous-terre sur les chargeuses navettes dans les prochains 5 ans. On parle de ventilation on demand. Personne qui rentre dans une place de travail, le ventilateur va s'ajuster au niveau de ventilation que la personne a besoin. Camion autonome, on parlait d'autonome. Nous, on l'a mis en 2025. À un moment donné, il faut choisir les fronts qu'on veut travailler parce qu'il y en a tellement, puis on vient exciter à un moment donné qu'on veut tout faire.
Mais on en regarde beaucoup les camions autonomes pour 2024, 2025. On l'a vraiment dans notre mire pour les prochaines années. Ça fait le tour un peu de notre présentation. Je pense qu'on est rentré dans notre temps. Je peux dire que, pour finir, je pense que le secteur minier va passer à travers un ère de changement dans les prochaines années. Moi, ça fait quand même quelques années, ça fait 27 ans que je suis dans le secteur, puis j'ai eu la chance de connaître, on appelait ça les mines à petite guire, les mines manuelles qu'on appelait, puis on a passé à travers le mécanisé, on disait, hey, les autres, ils commencent à se mécaniser, on amenait des boulonneuses mécanisées, des scoops remote. Puis présentement, ce qu'on parle, c'est le fun, on veut automatiser ces mines-là, on s'en vient vers des mines autonomes. Fait qu'on a vécu trois changements majeurs dans les 25 dernières années. Fait que c'est vraiment excitant, puis on prépare le chemin pour nos jeunes qui vont rentrer là-dedans. Olivier t'en parlait tantôt, nos gamers, les jeunes sont hyper bons à apprendre des nouvelles technologies. Fait que ça va être excitant, ça va être un futur excitant dans les 10 prochaines années dans le secteur minier. Merci, Nokomek. Merci.